Maegovanen Melinnin, et bienvenue sur Rolyphonique. Rolyphonique, c'est un actual play, autrement dit des parties de jeux de rôle enregistrées par des rôlistes qui sont en l'occurrence aussi comédiennes professionnelles ou amatrices. Ici, pas d'image, nous ne captons que le son, parce qu'en vrai, nous pensons que ça permet une immersion encore plus profonde dans la fiction. Dans cette idée d'ailleurs, nous montons nos épisodes, ajoutons musiques et ambiances, afin que le résultat final ressemble le plus possible à un feuilleton radio. C'est pour ça que vous n'entendrez que très peu les joueuses, mais presque exclusivement les personnages et la narration. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Nous ne trichons pas avec le jeu. Nous ne nous arrangeons pas avec les résultats des jets de dés et rien n'est scripté à l'avance. Parfois, nous refaisons certaines répliques où il y a eu des bafouillis, des problèmes de son, un jeu pas top ou une formulation pas claire. On change rien au sens, on fait juste en sorte que ça sonne le mieux possible. Alors calez-vous confortablement, avec un casque c'est encore mieux, fermez les yeux si vous pouvez, et laissez l'écran de l'imagination créer les images du film. À force de mettre notre nez dans les sales affaires d'autrui, nous avons fini par mettre le doigt sur quelque chose d'assez dérangeant pour déclencher une contre-offensive massive. Une enquête exclusive, de mauvaise qualité, est parue dans Le Vigilant sous la plume d'Henri Dunot. Ce gratte-papier dépeint notre groupe de la pire des façons et sans aucune source concrète, à seule fin de nuire à notre réputation et à nos protections officielles. En réponse, Eugène Collin rédige un article enflammé sur le trafic de grande ampleur orchestré par le gang des Cosaques, et malheureusement cet article disparaît avant sa parution. En effet, le sensationnel a été racheté de façon expresse par Madame Adélaïde Beaumont de la Tour, propriétaire du Vigilant et, comme par hasard, appartenant au cercle omnisport de Saint-Michel. Pendant ce temps-là, Edmond Gustave Mauroy s'aperçoit qu'une offensive économique d'ampleur est menée contre ses affaires par les fonderies Corvin. Monsieur Corvin se trouvant lui aussi appartenir au cercle omnisport de Saint-Michel. Suite à une légère réprimande de mon père, j'entreprends d'éplucher les dossiers du cercle omnisport. En ressort le nom de Prosper Meunier. Prosper Meunier, député à l'Assemblée, porte un projet de loi fantasque visant à privatiser le corps des ouvriers sous prétexte de leur offrir une sépulture dans l'usine. Cette volonté législative prend une tournure plus que macabre à la lumière de notre enquête. Monsieur Marie-François Goron, directeur d'une agence de détectives et un ami de mon père, m'apprend que notre cher député a soudainement développé une amitié avec Ferdinand de Gressac, qui soutient son projet de loi. Contre, évidemment, l'assurance de pouvoir faire de la sûreté la seule et unique force de police de Paris. La maison de M. Mauroy a d'ailleurs été mise sous surveillance par Gressac. Ces inspecteurs m'abordent même lorsque je retourne à mon domicile et me remettent un pli. Leur patron serait, paraît-il, intéressé pour me compter dans son équipe d'enquêteurs de terrain. Si c'est pour travailler avec la bande de malfrats qu'il appelle sa force de l'élite, très peu pour moi. Monsieur Ponce a reçu une convocation de mon père à la préfecture, à ce qu'il paraît pour parler de la sécurité des prochaines Olympiades, ce qui le met étrangement dans tous ses états. Soit cette sécurité est beaucoup plus complexe à assurer qu'il n'y paraît, soit Paul me cache quelque chose. Ce qui est honnêtement l'hypothèse la plus probable, vous en conviendrez. Déjà, mon père n'est pas suffisamment passionné de sport pour s'intéresser à ce genre d'organisation. Même sans être une analyste du caractère humain aussi douée que Monsieur Mauroy, je sais quand un aussi mauvais menteur que Paul Ponce essaye de m'embobiner. Paul se rend chez Monsieur Bousseron dans le 18e arrondissement. Vous savez, notre ami poète et gardien de cimetière. D'après lui, les Cosaques se débarrassent de toutes les bandes d'Apaches entre le Père-Lachaise et Belleville. Gaston, qui a accompagné Paul Ponce, a repéré un double fond dans le placard de Monsieur Bousseron. Je suis sûre qu'il y a plein de choses très intéressantes à y trouver. C'est pourquoi Gaston dépêche ses amis les Aminges de Belleville pour surveiller notre surveillant de cimetière préféré. Monsieur Bousseron, d'ailleurs, revient rapidement chez Monsieur Mauroy nous apporter une coupure du journal du soir. Un article tout à fait fascinant y est écrit. Chapitre 4. La plume et le sabre. Eh bien, mes chers amis, voilà un bien curieux article. Je pense qu'il va avoir droit à une petite investigation de notre part. Est-ce que vous avez une idée de qui pourrait être propriétaire de cette usine à Billancourt ? Pour l'instant, non, mais on peut facilement se renseigner. Mais dites-moi, est-ce qu'il est possible à une usine de fonctionner comme ceci sans ouvrier ? Eh bien, normalement, non. Il faut toujours l'intervention de l'humain pour que tout fonctionne correctement. Ça veut dire que
cette usine ne devait pas tourner à vide depuis très longtemps. Et d'autre part, qu'il y avait forcément quelque chose de très suspect. Forcément quelque chose doit se remarquer. Mais alors, vous disiez là dans le journal, il dit que les corps, il y en a certains qui ont été identifiés qui venaient du Père-Lachaise, c'est ça? Visiblement, oui. Donc il y aurait des gars qui auraient ramené les corps jusqu'à l'usine pour qu'on les retrouve tous en train de se faire cramer, et les mêmes gars qui auraient lancé l'usine ou la faire tourner à vide. Je reconnais que c'est totalement incongru. Nous sommes d'accord. Monsieur? Oui, Louis? Monsieur a une visite. À cette heure? Certes, monsieur, mais je pense que monsieur voudra recevoir notre visiteur. En tout cas, Louis a l'air décontenancé, déstabilisé même, dirais-tu. Ce qui est bien la première fois de ton souvenir que tu le vois comme ça. Et qui est-ce, Louis? C'est monsieur Émile Zola, monsieur. Pardon? Monsieur Collin, bien entendu. Il y a monsieur Zola, et j'aimerais faire préciser que peut-être serait-il bon de ne pas faire attendre monsieur Émile Zola plus longtemps. Mais faites-le entrer, voyons. Il parle du vrai Émile Zola? Eh bien, écoutez, je pense qu'il... Nous sommes d'accord, Louis, c'est bien le Zola. Il est parti, du coup. Bon. Bah oui, écoutez, je pense que, vu son attitude, ça doit être celui-là. Donc en tout cas, là, mes chers amis, la porte s'ouvre, et effectivement, avec sa barbe qui tire maintenant bien plus sur le sel que sur le poivre, son petit visage rond, ses petites lunettes rondes, son front dégarni, monsieur Émile Zola se tient devant vous. Monsieur Mauroy, c'est un grand plaisir. Mais c'est un plaisir réciproque, monsieur Zola. Monsieur Ponce, c'est un honneur. Tout l'honneur est pour moi. Monsieur Zola, c'est un grand honneur pour moi. Je vous en prie, c'est moi qui viens demander. Mademoiselle, excusez-moi, nous manquons à tous nos devoirs. Monsieur, enchanté. Permettez que je m'assoie? Louis, vous pouvez amener de quoi boire, s'il vous plaît? Certes, monsieur. Émile Zola semble un petit peu gêné. Je ne vous cache pas que je suis venu ici un peu dans la position de demandeur. Voilà, je crains un peu pour ma sécurité. Certes, j'ai l'habitude des menaces depuis quelques années maintenant, mais l'affaire semble un peu différente. Je pense que tout s'éclaircira pour vous lorsque vous aurez vu ceci. Alors il a une petite sacoche, sacoche de médecin qu'il ouvre, dont il sort une série de photographies qu'il vous fait passer, tout en expliquant. Peut-être le savez-vous, mais je me suis entiché de ce nouvel art de la photographie ces derniers temps, et il se trouve que le chantier de l'exposition universelle me fascine. Alors je suis allé en prendre quelques clichés, comme grâce à ma réputation, j'ai pu entrer sur le chantier, me poser ici et là, et commencer à prendre des clichés des divers bâtiments en construction. Je suis également allé sur le premier étage de la Tour Eiffel pour prendre quelques photographies plongeantes. Et depuis ce jour-là, j'ai la sensation très désagréable d'être suivi. Et c'est une sensation à laquelle je me fie, car ce n'est pas la première fois que cela m'arrive. J'ai remarqué parmi mes clichés... Tenez, c'est Mademoiselle Lépine qui l'a. Regardez bien ces deux clichés que vous tenez. Qu'est-ce que j'y vois? Alors, Mademoiselle Lépine, c'est un cliché d'une immense tente, une bâche, qui semble dissimuler quelque chose. Et tu n'es pas sans remarquer que cette bâche est aux couleurs du cercle omnisport Saint-Michel. Et sur l'un des clichés, il y a un homme qui semble vouloir entrer en toute discrétion, qui est pourtant identifiable, même si manifestement vous ne le connaissez pas, vous ne l'identifiez pas. Et sur un autre cliché, il y a une caisse oblongue qui est en train d'être rentrée dans la tente, et qui pourrait ressembler à un cercueil. Voilà. Je pense que ces clichés-là, en fait, cela fait à peu près une semaine que je les ai pris. Et entre-temps, j'ai lu cet article du Vigilant. Comme j'ai encore quelques contacts dans la presse, je n'ai pas eu grande difficulté à vous identifier. Et ces histoires de trafic de cadavres qui sont mentionnées ici et là m'ont amené à, vous demander conseil. Mais si je puis me permettre, monsieur Zola, vous dites que vous êtes menacé. En quoi seriez-vous menacé d'avoir pris ces photos? Eh bien, j'ai l'impression que j'ai, par mégarde, pris en photo des choses que ces gens-là ne voudraient pas montrer. Mais vous avez reçu des menaces, monsieur Zola?
Non, mais les gens qui me suivent se font de moins en moins discrets, donc je pense qu'ils font en sorte de se montrer menaçants lointainement. Et je ne suis pas certain qu'il ne s'agisse pas de ce fameux gang de Cosaques dont on entend beaucoup parler à l'est de Paris en ce moment. Et donc vous êtes venu chercher les gardes du corps? Pas exactement, en fait, j'ai quelques amis qui m'ont dit grand bien de vous et de l'action de Monsieur Mauroy. Par mes petites enquêtes personnelles, j'ai l'impression que vous avez déjà eu affaire à toute cette bande. Alors, mon idée était surtout de vous confier ces clichés pour que vous en fassiez bon usage. Il me semble que le meilleur moyen de me protéger, c'est de mettre hors d'état de nuire ces gens s'ils ont quelque chose à cacher. Eh bien, vous avez très bien fait, monsieur Zola. Nous sommes flattés que vous puissiez nous voir comme une aide potable à votre rencontre. Nous allons faire notre maximum afin d'éclairer cette situation. Effectivement, cela semble relié à l'enquête que nous avons déjà en cours. Juste au cas où, monsieur Zola, auriez-vous une quelconque objection au fait que nous puissions diffuser ces clichés sous une manière ou sous une autre? Essayez juste d'éviter de dire que vous les tenez de moi. Bien entendu. À part cela, je vous fais entière confiance. Monsieur Zola se lève, vous serre encore la main en disant qu'il prend congé, sa femme l'attend. Mais monsieur Zola, Oui. est-ce que vous auriez éventuellement besoin que l'un d'entre nous vous raccompagne? Non, ne vous inquiétez pas. Ces personnes-là veulent me faire peur, et comme toutes les gens qui ont voulu me faire peur, je ne leur ferai pas cette satisfaction. J'aurais juste une dernière question avant de vous laisser partir. Bien sûr. Pensez-vous qu'on vous a vu venir ici, rentrer chez monsieur Mauroy? J'ai pris quelques précautions. Ne nous leurrons pas. Je pense qu'il y a quand même toujours une chance que cette maison soit continuellement surveillée désormais. Et c'est l'avantage d'être une personne publique, monsieur Collin. Cela me donne, sinon une protection complète, en tout cas, l'assurance que si quelqu'un me veut vraiment du mal, il soit obligé de le faire en prenant certaines précautions. En tout cas, si vous avez besoin de mon aide pour vous sortir de la campagne de presse qui est menée contre vous, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude, ma plume sera la vôtre. Justement, monsieur Zola, nous avons quelques projets en ce sens, et il est possible que je me tourne un jour vers vous. C'est d'un moindre service que je puis vous rendre. Mademoiselle, messieurs, je vous souhaite la bonne soirée. Je le raccompagne à la porte et lui souhaite une bonne soirée. Et nous allons profiter de ce petit instant pour faire une petite rubrique et vous expliquer un peu mieux qui est Émile Zola en 1900. Dites les aminches, on n'allait quand même pas mettre Zola dans les pattes de nos héros sans passer à côté de l'occasion de vous causer du grand Émile, non? Bah pour ça, je vais vous transporter un poil dans le futur. Le 28 septembre 1902, Émile et sa femme Alexandrine rentraient de leur maison de campagne, et comme il faisait un peu frisqué, ils allument la cheminée. Et v'là qu'Émile Zola décambute bêtement d'une intoxication au monoxyde de carbone à cause d'une cheminée mal ramonée. Je vous rassure, Madame Zola a survécu. Et là vous vous dites, va y avoir de l'hommage national à tout va, c'est que le gars Zola, c'est peut-être l'écrivain français le plus connu du monde à ce moment-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le Figaro titre qu'avec sa mort, c'est la fin des grands auteurs. C'est vrai qu'à ses obsèques, et c'est digne de la fin d'un bouquin à vous tirer les larmes, c'est vrai donc qu'une délégation de mineurs défile devant sa tombe en scandant « Germinal, Germinal ». C'est vrai aussi que Clémenceau l'exige au Panthéon et que ses cendres y seront transportées dès 1908. Mais il y avait un autre gars présent au cimetière pour les obsèques. Il avait été parmi les premiers bouleversés à rendre hommage à la dépouille de Zola à son domicile. Ce gars-là sera présent aussi lors du transfert au Panthéon, et ce jour-là, un certain Louis Grégory tentera de le flinguer. Il s'appelle Alfred Dreyfus. Et quand Zola meurt, l'affaire Dreyfus, on est encore dedans jusqu'au cou. La haine que Zola a soulevée contre lui pour son soutien à Dreyfus est au moins aussi grand que l'admiration de ses fans. Zola, le grand journaleux, Zola, le maître de la littérature naturaliste, pour beaucoup c'est le traître, le salisseur de l'armée française. Le journal L'Intransigeant écrivait que Zola devait être inhumé dans une fosse d'aisance. 19 fois on lui a refusé l'entrée à l'Académie française. Même son œuvre divise. On disait de lui qu'il était pornographe et vulgaire, parce que dans ses romans, ça parlait de corps, du désir, et même du désir de la femme. Ça parlait des petites gens, de leur vie, ça parlait de violence. Ah ouais, parce que les cocos, côté viol, suicide, violence physique et sociale, meurtre sordide et injustice révoltante en tout genre, je vous dis tout sec. À côté des Rougon-Macquart, Game of Thrones, c'est Oui Oui et son grelot. Oh, et des années plus tard, en 1928, un ramoneur du nom de Buron-Fosse se serait vanté d'avoir fumé, littéralement, Zola en bouchant volontairement sa cheminée en loose dé pour la déboucher discrètement le lendemain. Allez, pour la route, je vous cite un petit bout de l'oraison funèbre d'Anatole France aux obsèques de Zola. Envions-le,
Il a honoré sa patrie et le monde par une œuvre immense et un grand acte. Envions-le. Sa destinée et son cœur lui firent le sort le plus grand. Il fut un moment de la conscience humaine. Alors, elle est pas belle la belle époque ? Chers joueurs, que faites-vous ? Moi, je reprends un verre déjà pour faire passer l'émotion d'avoir vu en vrai Émile Zola. Je comprends bien. Louis s'assoit et partage le verre avec toi. On est d'accord que c'était Émile Zola, hein. Ah oui, il n'y a pas de doute là. Ah non, je peux te confirmer que c'était bien Zola, parce que moi j'ai assisté à son procès, il n'y a pas de doute, c'était bien lui. Monsieur Collin, il me semble que depuis peu vous êtes sans emploi. Oui, enfin c'est temporaire, hein, mais oui. Visiblement quelqu'une a racheté votre journal et a même réussi à saboter votre carrière, si je me trompe pas. Oui, enfin elle est en train d'amorcer le sabotage de la sienne, mais bon, fait ce qu'elle veut. Hein. Justement, si je vous propose à nouveau d'avoir de l'activité, est-ce que ça vous intéresse ? Évidemment. J'ai déjà lancé la machine, mais nous allons pas nous laisser faire, et je comptais bien riposter. Nous allons donc attaquer l'ennemi sur son propre terrain, nous allons créer notre propre journal. Afin de leur envoyer un petit message, je pensais à un nom comme l'insubmersible. Qu'est-ce que vous en dites ? J'aime beaucoup, monsieur Mauroy. Au vu de vos compétences, je pense que vous pourrez en prendre la direction rédactionnelle. Ah bah oui, si vous voulez. Après, j'ai jamais trop dirigé, mais bon, pourquoi pas. On pourrait demander à monsieur Zola, mais je suis pas sûr qu'il ait envie de diriger le bousin. Je pensais plus à faire appel à monsieur Zola pour quelques articles exceptionnels. En revanche, votre ami dont vous parliez récemment, là, ce certain Firmin... Monsieur Firmin, ouais, mon patron. A été mis à la porte, je crois, lui aussi. Ouais, c'est exact. Ouais. Il cherche aussi du travail. Bah oui, certainement. Eh bien, voilà, c'est tout trouvé. On a ce qu'il faut pour vraiment lancer ça ? C'est en train. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. Donc je vous laisse voir de votre côté si vous voulez recruter quelques autres plumes. Je vais faire le tour de mes contacts. Quel serait l'intérêt de laisser une usine prendre feu et faire en sorte qu'on découvre à l'intérieur une 60aine de cadavres déjà décomposés ? Je pense pouvoir répondre. C'est pour qu'on le remarque. C'est une sorte de drapeau que l'on tend pour qu'on le voit bien. Et à mon avis, on va être tout à fait capable d'apprendre qu'il s'est passé d'autres choses pendant la même période qui seront passées plus discrètement. Ce n'est qu'une théorie, hein, mais... Vous êtes en train de dire que c'est une diversion ? C'est ça, d'ampleur et d'un format assez inconnu, mais oui, pour moi c'est une diversion. Cela n'empêche que ce serait quand même pas mal qu'on aille y jeter un œil. Enfin moi personnellement je veux bien aller jeter un œil. Évidemment, mais la diversion semble un peu mal conçue, puisque le but était de nous discréditer sur l'enquête qu'on faisait au Père-Lachaise. Or, mettre en avant des corps venant de ce cimetière, j'avoue ne pas comprendre le sens de la manœuvre. Sauf si un troisième article est en parution et qui fait le lien entre des gens qui farfouillent dans les cimetières et ce tas de corps. Effectivement. Ce serait pratique. J'ai l'impression que c'est une bataille qui se déroule sur plusieurs fronts. Le lendemain. Monsieur ? Oui ? Un télégramme est arrivé ce matin. Le télégramme n'est pas signé. Il dit simplement « Nous tenons Zola. Rendez-vous Sacré-Cœur ce soir avec les clichés. Stop. » Que faites-vous, monsieur Mauroy ? Je convoque mes amis. Alors, à divers moments de la matinée, selon votre éloignement du domicile de monsieur Mauroy, vous recevez donc Louis personnellement, qui s'est chargé de la nouvelle pour plus de discrétion, qui vous a dit que vous devez vous rendre chez monsieur Mauroy immédiatement, qui vous communique la nouvelle immédiatement, et vous voilà donc tous réunis, abattus. Messieurs, peut-être avons-nous besoin d'aide sur ce coup-là. C'est ce que je pense. Je pense que l'agence Goron pourrait nous être d'un grand secours. Et pourquoi ça, Jeanne ? Il se trouve que Marie-François Goron, au-delà d'être un ami de mon père, est un fervent Dreyfusard. Et je pense que la défense d'Émile Zola lui tiendra à cœur autant qu'à nous. De mon côté, je pense qu'il faut y aller lourdement armé et régler ce problème définitivement. Ça commence sérieusement à me courir sur le haricot. Louis, un commentaire pour le lourdement armé ? Je ne voudrais pas choquer monsieur Mauroy avec des éventuelles méthodes sur ma proportion à utiliser des armes. Allez-y, Louis. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je dois admettre que je suis complètement du même avis que monsieur Ponce.
Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que du coup, qu'est-ce que vous estimez qu'on devrait faire? Et qu'est-ce que vous seriez capable de nous apporter? Ah, j'ai bien mon vieux pistolet d'ordonnance qui se trouve dans ma chambre, mais à part cela, eh bien, écoutez, Monsieur Monroy possède, comme tout homme du monde, une collection de fusils de chasse. Nous avons dans la remise quelques outillages, incluant notamment une hache de pompier. Quant au reste, Monsieur Collin, je pense que de nous deux, c'est vous qui êtes le plus à même de vous procurer dans la rue l'outillage nécessaire au bas coût. Puis-je également suggérer et rappeler que nous avons dans cette pièce la fille du préfet de police et donc accès à peut-être une certaine dose d'armurerie qui nous serait autrement inaccessible. Je pense que l'agence Goron doit quand même, elle, être de base lourdement armée. Donc c'est réglé, on se retrouve tous à cette immondice qu'on appelle Sacré-Cœur. On y va, on les tire comme des lapins et le reste on leur fait une course à l'échalote. Moi, je trouve ça joli, Sacré-Cœur. Mais oui, non, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Hein. Au-delà du débat architectural, messieurs, je ne vois pas en quoi je pourrais vous être d'une grande aide dans cette entreprise. Eh bien, en contactant l'agence Goron, justement. Ah, je pensais que cette idée était mise de côté. Certainement pas. Au contraire, l'expertise de l'agence Goron va clairement nous aider dans ce cas. Demandez-leur à ce qu'ils viennent en soutien armé. Très bien. Je fais un petit tour de table pour savoir ce que vous faites dans la journée, globalement. Jeanne, donc je suppose que vous allez à l'agence Goron? Oui. Très bien. Monsieur Collin? Je vais aller voir Monsieur Lantier afin de lui exposer la situation, lui demander s'il peut nous prêter main forte d'une certaine façon. Monsieur Ponce? De mon côté, je vais à mon club de sport et je vais m'entourer des 3-4 gars qui me semblent être le plus loyal envers moi et ensemble, nous retournons chez Edmond prêts à s'armer lourdement. Et Monsieur Monroy? Le rendez-vous est à... Minuit, classiquement. Je vais essayer de me renseigner sur cette fameuse usine qui a cramé. Très bien. Alors, je reprends le tour de table. Allons chez Monsieur Goron. Mademoiselle Lépine, je vous attendais pas de retour si tôt. Que puis-je pour vous? Un grand service, je le crains. Oh, asseyez-vous. Monsieur Goron, je viens vous demander un service. Il est bien évident que celui-ci sera rendu à la hauteur de ce qu'il représente. Comment ça m'inquiétait, Jeanne? Je ne sais pas si vous avez entendu parler des activités de mon groupe, que ce soit par mon père ou... Je serais un bien piètre détective si je n'en avais pas entendu parler. C'est bien ce qu'il me semblait. Il se trouve qu'hier soir, Monsieur Émile Zola est venu nous rendre visite pour nous donner des informations. Oui. Suite à quoi, il a malencontreusement été kidnappé... Comment? Par nos opposants. C'est bien ce qu'il me semblait. Vu que je sais que vous êtes un fervent admirateur de son travail, c'est vous que nous avons pensé à venir chercher pour nous aider à le secourir. Mais vous savez où est-ce qu'il est? Nous avons reçu un télégramme ce matin qui nous donnait rendez-vous au Sacré-Cœur à minuit ce soir. En échange des informations que Monsieur Zola nous a confiées, il nous serait rendu. Et vous savez qui l'a kidnappé? Nous avons de forts doutes. Il se peut que ce soit des membres du Cercle Omnisport de Saint-Michel de façon directe ou indirecte. En sachant que la façon indirecte peut impliquer soit une bande de Cosaques, soit des policiers armés de la milice spéciale de Monsieur Gressac. Comptez sur moi. Je suppose qu'il faudra se retrouver chez Monsieur Monroy? Ce serait l'idéal. Je vais faire ce que je peux, je serai là aux alentours de 20h, disons. Ce serait parfait. Très bien. À ce soir, Jeanne. Dans les bas quartiers de Paris, Monsieur Collin retrouve donc son célèbre patron. Ouais, encore. Monsieur Lantier, autant ça me fait plaisir de vous retrouver, autant vous savez déjà ma matrone que si je viens vous retrouver aussi souvent, c'est clairement pas pour des bonnes raisons. Écoute, en ce moment, les services vont beaucoup dans un sens, je trouve. À un moment, va falloir sérieusement envisager à faire leur tour. Mais vous inquiétez pas, Monsieur Lantier, hein, tous les services que vous me donnez, ils seront rendus. Oh, je m'inquiète pas. C'est Oui. plus toi qui dois t'inquiéter. Ouais, bah... Écoutez, là malheureusement, ça va être en plus un gros service que je vais vous demander. Marcel, un chicoulon. Et en gros, voilà, il va falloir que je vous parle de, encore une fois, une de nos histoires, de notre groupe. Quelque chose sur lequel il faudra rester un petit peu discret, au minimum. C'est-à-dire qu'en fait, hier soir, on était chez Monsieur Monroy, et puis il y a un gars qui est venu nous demander un service, d'enquêter pour lui. Et Ok. du coup, on a accepté. Et le gars, bah, ensuite, il est reparti. Et on a appris ce matin qu'il avait été kidnappé par nos ennemis. Tu vois ce que je veux dire? Et il nous demande de le retrouver ce soir au Sacré-Cœur, à minuit, en échange des photos qu'il nous a données. Et le gars en question, c'est Émile Zola. T'as dit quoi, là?
Émile Zola, le Émile Zola. Qu'est-ce qu'il te faut? On aimerait bien quelques gaillards armés. Quelques gaillards et quelques breloques? Ouais, voilà, c'est ça. Puis bon, forcément, c'est un gros service que je vous demande, mais vous vous doutez bien que je vous demanderiez pas ça si c'était pas n'importe qui. Oui, je vais voir ce que je peux faire. Merci, patron. Mais vous pouvez compter sur moi pour n'importe quoi, hein, je ferai tout pour vous. Ça, T'inquiète que t'auras de mes nouvelles bientôt. D'accord. Et c'est où le rencard? Au Sacré-Cœur, à minuit. Ouais, mais nous on se retrouve où? Nous on va partir de chez Monsieur Mauroy dans la soirée. Ouais, je vais pas trop traîner chez le bourgeois. On se retrouve plutôt au pied de Montmartre. D'accord, merci patron. Monsieur Ponce. Donc, Vladislav, Constant, Raoul, j'ai absolument besoin de vous. J'ai besoin d'une force de frappe. De frappe? Exactement. Nous avons rendez-vous ce soir au Sacré-Cœur à minuit et je compte sur vous pour m'épauler. Qu'est-ce qui se passe là? Bien, comme vous le savez, je traîne avec Edmond Mauroy. Oui, on le sait. On Oui, l'a vu, monsieur Mauroy. Exactement. Et Edmond Mauroy est un ami de monsieur Émile Zola. Oh. Oui, voilà. Oh, comme on dit. Et bien, Émile Zola, il a été kidnappé. Et bien, ce soir, on va le dékidnapper. C'est clair? Là, il y a Raoul qui se lève et il sort en disant « Eh ben, qui crève ?» Eh bien, Raoul, reviens ici. Il s'en va. Bon, et vous deux, vous allez rester? Vous allez m'aider? Alors, Constant, lui, est chaud. Vladislav, il est plus mitigé. Bah, c'est quoi le problème? C'est que Zola, il aide les juifs. Mais là, c'est pas une question des juifs, là. C'est une question de moi, de mon roi et de Zola, point. Oui, mais peut-être qu'il l'a un peu cherché, quoi. À un moment, à force... Voilà. Je lui mets une baffe. Et celle-là, tu l'as cherché? Aouh. D'accord, je viens. Et ben voilà, c'est ça que je voulais entendre. Bon, j'ai quelques personnes à les récupérer et à les demander s'ils sont faux. Et on se retrouve tous chez de Montmoroy ce soir. Monsieur Mauroy. Avant de faire ce que j'ai à faire, premièrement, donc oui, comme on avait, de toute façon, on s'était mis d'accord pour que le point de rendez-vous soit chez moi. Donc, je suppose qu'il va falloir nourrir tous ces gens-là. Donc, je vais demander à Louis s'il veut bien. Et d'aller au hall. je vais l'autoriser, je sais pas, à tripler le service pour la soirée, j'en sais rien. Enfin, qu'il engage du monde, pas qu'il soit tout seul le pauvre. Je vais tâcher d'en savoir un peu plus sur cette entreprise qui a cramé, d'où elle vient, qui la tenait, pourquoi, comment, etc. Très bien. Ce qui nous donne une occasion parfaite pour en découvrir un petit peu plus sur l'histoire de Monsieur Mauroy. Félix Mauroy naît en 1843 à Grenoble et grandit entre un père trop affirmé et une mère trop effacée. Son père, Lucien, est un précurseur du syndicalisme. Acharné défenseur des droits pour les travailleurs, Lucien Mauroy va éduquer son fils dans le même esprit. Félix va être un brillant élève, et aidé par son père qui rêve de voir des valeurs nouvelles diriger des entreprises, le jeune Mauroy intégrera une haute école de commerce où il excellera. Son père mourra peu avant la fin de ses études, lors d'une émeute ouvrière face aux forces de l'ordre. Félix Mauroy étant fiché comme fils d'agitateur violent, il changera son prénom pour ceux de ses deux grands-pères, Edmond et Gustave. À 22 ans, diplômé avec les honneurs, Edmond Gustave Mauroy va pallier à son chagrin par sa hargne jetée dans les affaires sidérurgiques, où il va se montrer très doué, ne cessant d'accroître son empire de l'acier, qu'il baptisera à ses initiales EGM. Un empire impliqué dans le métal à tous les niveaux et domaines, en France comme à l'étranger. À travers ses usines, Edmond Gustave Mauroy fait perdurer l'esprit de son père en s'efforçant de maintenir la meilleure des conditions ouvrières possibles, condition qui devient un rêve pour certains. Âgé maintenant de 57 ans, installé à Paris, grosse fortune de France, Edmond Gustave Mauroy fait partie du club très fermé de la haute société. Pourtant, cette foule de simulacres ne lui correspond pas. Déçu de la République en laquelle il croyait, navré des inégalités et des privilèges qui y règnent. Aveuglé un temps par sa carrière, Mauroy constate aujourd'hui les échecs de son pays, développant une amertume mais aussi un nouveau but, celui de consacrer désormais son temps à aider directement les gens dans le besoin. Profitant de ses moyens, il va donc fonder son propre club d'enquêteurs afin de pouvoir prêter assistance à ceux qui sont victimes d'injustice. Il y fera ainsi la connaissance d'une population issue d'autres cercles, tels que les bas-fonds, des assemblées mystiques ou des masses laborieuses. Jouant dans un cadre à l'orée d'un nouveau siècle, je voulais un personnage qui se voulait comme un reliquat du 19e siècle, avec ses espoirs et ses désillusions. Un magnat tel que M. Mauroy permettait d'aborder des sections recluses de la société parisienne, et je trouve intéressant qu'un carriériste tel que lui soit confronté à ses propres idéaux. J'ai donc imaginé un personnage qui soit un mélange d'éducation populaire, d'humanisme, d'ambition, d'entreprise, de frustration,
de mondanité, de richesse, d'espoir politique et de déception sociale. Vous faites quelque chose d'autre dans la journée, chers amis, ou on se retrouve le soir? De mon côté, comme je le disais à Constant et à Vladislav, je vais essayer de rentrer en contact avec les rats. Monsieur Collin? Est-ce que j'ai le temps d'aller à l'usine de Billancourt? Et de revenir avant le soir, on Ouais. va voir. Oui, vite fait, oui. Je reviens à Monsieur Ponce, donc. Alors donc j'essaye de rentrer en contact avec les rats. Je sais pas encore par quel moyen, mais... Alors, il vous avait laissé des adresses où vous oui, pouviez laisser des messages. Et donc je laisse un message à une de ces adresses. Et un peu plus tard dans la journée, vous avez une réponse qui vous donne un rendez-vous pas très très loin de votre cercle de sport. Où vous croisez d'ailleurs Louis qui est suivi d'un Ford Déal qui est surchargé de marchandises. Pas très loin du rendez-vous que l'on vous a donné, mon cher monsieur Ponce, vous tombez sur les deux jumeaux de la famille des rats, Théophile et Théophraste. Et monsieur Ponce? Dites-moi, j'aurais besoin de votre grand là, Paul. Oui, c'est pourquoi? Disons qu'il y a un petit peu de grabuge et je pense qu'il pourrait m'aider. Ce sera sans doute avec plaisir. Où est-ce qu'il faudrait qu'il vous retrouve? Disons 23 heures aux alentours du Sacré-Cœur. Je pense qu'il pourra nous retrouver là-bas. Très bien. Vous avez une adresse plus précise? En bas de la butte Montmartre. Très bien. Je reviens vers monsieur Collin. Début d'après-midi, vous arrivez à Billancourt, donc petite ville à l'extérieur de Paris, et vous arrivez près de l'usine que vous repérez très facilement. Il y a encore un cordon de police tout autour. Alors c'est celle de Billancourt, ce n'est ni la sûreté ni la préfecture, c'est encore une autre force de police qui déteste que les Parisiens viennent mettre les pieds dans leurs enquêtes. Le site est bouclé. Que faites-vous? Je vais regarder un petit peu là où les flics sont pas en train de regarder. Et je vais commencer à essayer de rentrer dans l'usine par là. Très bien. Vous allez me faire un petit jet d'intrigue. J'ai une réussite. Ça suffit. En embrouillant un flic ici pour lui dire que vous avez entendu du bruit ailleurs, pas de problème, vous arrivez à aller au milieu de l'usine. Donc là, je vais commencer à regarder un petit peu, tout en restant discret bien évidemment. Je vais jeter un œil, voir s'il y a encore des cadavres. Je vais jeter un œil à tout ce qui peut me paraître suspect en fait. Alors des cadavres, il y en a encore pas mal, tous n'ont pas été enlevés. Les policiers sont d'autant moins pressés que le froid aidant, et surtout comme beaucoup de cadavres sont anciens, donc ils ne se décomposeront pas forcément beaucoup plus vite maintenant que quand on les a déterrés, on les a laissés sur place. Et tu remarques que l'article était effectivement fort incomplet. Déjà, on dirait une mise en scène, comme une espèce d'œuvre d'art dégénérée sur le travail de l'usine, sauf que les ouvriers seraient remplacés par des corps. Et tout ça donc donne une espèce de mise en scène macabre d'une œuvre d'art de très mauvais goût sur le travail à l'usine. Monsieur Mauroy, vous aviez quelque chose à faire dans la journée, rappelez-moi? Me renseigner Ah, entre autres sur cette usine, et Oui. sinon continuer l'éternel travail de sape et toujours tenter d'en savoir plus sur cette mystérieuse Adélaïde, Alors, Beaumont de la Tour. Les renseignements sont pas extrêmement compliqués à avoir. Elle est un membre typique de ce que vous semblez être un membre typique du cercle omnisport Saint-Michel, c'est-à-dire une jeune fille dont le père a fondé un empire industriel dont elle a hérité et qu'elle dirige maintenant. Elle n'est pas mariée, alors qu'elle a déjà pas loin de la trentaine. Et en tout cas, elle dirige de manière très efficace pas un empire de la presse, mais en tout cas un groupe de presse dont la tête de gondole est le journal Le Vigilant, journal assez réactionnaire et très basé sur la recherche du fait divers sordide qui va bien montrer aux gens que le monde est en train de pourrir. Oui, monsieur Collin. Alors, je vais aller voir trois choses.
Je vais, autant que faire se peut, observer les cadavres, voir s'il y a des éléments qui me paraissent incongrus en fait sur les cadavres. La deuxième chose que je vais aller voir, c'est s'il y a un bureau de contremaître, ce genre de choses. C'est de trouver des papiers ou des plannings ou quoi que ce soit me permettant de comprendre pourquoi il y avait personne à ce moment-là. La troisième chose, j'essaie de trouver à quel endroit on aurait pu faire rentrer les cadavres, s'il y a eu effraction, s'il y a des traces encore, si quelqu'un a oublié un élément, quoi que ce soit. Pour la dernière question, absolument aucune trace d'effraction. Pour la première question, vous avez beaucoup de mal, tout simplement parce que, comme je vous l'ai indiqué, la plupart des cadavres sont trop anciens. Pour la deuxième question, vous trouvez un bureau complètement débarrassé et du sol au plafond couvert de signes qui vous semblent parfaitement ésotériques. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez un jet d'occultisme. J'ai une réussite. Alors, la plupart de ces signes vous font penser à la Kabbale. Certains sont très manifestement des signes hébraïques. À part cela, vous n'arrivez pas à en déduire plus de choses. Bon, si j'estime avoir fait le tour et qu'il n'y a rien de spécial, je vais ressortir discrètement. Et... Je pars du principe qu'en bon professionnel, vous avez reproduit sur vos carnets de notes ce que vous avez observé comme sigle et ainsi de suite. C'est tellement évident que je n'ai pas eu à le dire. Et voilà. Et vous repartez. Est-ce que vous faites d'autres choses avant de vous réunir le soir ? Oui. Juste, moi, je m'étais renseigné sur cette usine qui a cramé, du coup, il n'y a rien eu de spécial. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre sur elle ? Le nom de son propriétaire, Monsieur Corvin. Comme de par hasard. Eh bien, oui, au soir. Aujourd'hui, jetons ensemble un petit coup d'œil de l'autre côté du rideau, et voyons un petit peu le jeu de rôle comme un auteur. Car si le jeu de rôle est un loisir, ce n'est pas tout à fait un divertissement comme un autre. En ce sens que presque tous les jeux de rôle sont bâtis autour d'un parti pris esthétique, et même artistique. Ces partis pris donnent à chaque jeu une ambiance, un goût qui lui est propre et qui permet à chaque rôliste de trouver un jeu qui lui permet d'exprimer son imaginaire et de s'amuser dans un univers qui lui plaît. Décortiquons un peu ceux de Crime, afin de mieux comprendre l'ambiance propre à ce jeu. Et je vous donnerai quelques exemples de jeux qui vous permettra d'appréhender la richesse de l'univers rôliste. D'abord, comme vous le savez déjà, Crime est un jeu historique. Là où la majorité des jeux se déroulent dans un univers entièrement imaginaire, Crime prend le pari de pousser un peu plus loin la possibilité de la reconstitution de la Belle Époque. À l'opposé, le jeu L'Anneau Unique vous transporte dans l'univers créé par Tolkien pour son Seigneur des Anneaux. Bien entendu, vous le savez également, il s'agit d'un jeu d'enquête. Le cœur des parties de Crime est de résoudre des mystères insolubles. D'autres jeux sont par exemple plus tournés sur les aventures épiques, comme Septième Mer, où l'on incarne des explorateurs pleins de panache à la découverte de terres inconnues. Enfin, c'est un jeu d'horreur fantastique. Beaucoup de jeux sont sombres, comme l'Appel de Cthulhu, inspiré des œuvres de Lovecraft. D'autres le sont beaucoup moins, à l'instar de Mindjammer, jeu de space opéra basé sur l'exploration des mondes nouveaux et le transhumanisme. Le cœur de Crime se base sur certaines conceptions et craintes de la Belle Époque. Durant cette époque de changements rapides et brutaux, tant technologiques que politiques que sociaux, de nombreuses personnes voyaient une dégénérescence croître au sein de la population, se manifestant par une montée des crimes violents, de la folie, des déformations physiques. Crime prend ses craintes au pied de la lettre. Et quand on joue à Crime, on finira par croiser des monstres, mais pas des monstres venus de lointaines planètes, de mondes étranges ou parallèles ou issus du folklore. Les monstres de Crime sont surtout ceux générés par la Belle Époque elle-même, devenant d'autant plus effrayants et poussant les personnages vers la folie. Folie qui finira peut-être par les transformer eux-mêmes en monstres. N'hésitez pas à vous renseigner pour trouver le jeu qui vous convient. Après une petite pause pour vous parler des thèmes de Crime, nous nous retrouvons le soir chez Monsieur Mauroy, dans une ambiance de veillée et de conseils de guerre. Eh bien, mes amis, êtes-vous prêts ? Moi, j'ai une bande de gaillards de Monsieur Lantier qui nous attendent en bas de la butte de Montmartre. De mon côté, j'ai certaines personnes qui devraient arriver chez vous, et d'autres qui nous attendent en bas de la butte Montmartre aussi. Monsieur Goron m'a assuré son soutien et il ne devrait plus tarder. Je pars du principe que vous échangez les informations que nous avons entendues et nous nous retrouvons un peu plus tard. Vous avez été rejoint par les membres du cercle de lutte de Monsieur Paul Ponce. 2 membres du cercle de lutte de Monsieur Paul Ponce. Merci de cette précision, Mathieu. Monsieur Goron n'est pas venu en personne, mais 3 agents sont arrivés. Et ils ont dit qu'ils avaient surtout pour instruction de rester en arrière. Ils ne peuvent pas non plus se risquer à tout faire. Et ils surveilleront les rues pour éviter les fuites et les coups fourrés qui pourraient se présenter durant, avant ou après l'échange.
Eh bien, on va dresser une très grande table dans le grand salon et puis on va nourrir tout ce beau monde. Vous prévoyez un plan d'action pendant ce repas, sinon nous allons le sauter et passer directement à ce qui se passe au Sacré-Cœur. Moi, je pensais éventuellement qu'on a une sacrée force de frappe, mais que faut peut-être pas foncer dans le tas tout de suite parce qu'on ne sait pas comment ils tiennent Monsieur Zola. Donc, à la limite, demander à tous nos gars de rester un petit peu en arrière, si vous voyez ce que je veux dire. Mais après à tout. Et puis, je sais pas, on a un sifflet, un truc, pour leur donner le signal. Comme ça, nous qu'on va les voir, on va commencer dedans, on voit le nombre de gars qu'il y a à peu près. Puis on voit si Monsieur Zola peut être épargné. Puis voilà, s'il y a besoin de sonner la charge, on sonne la charge. Peut-être pourrions-nous faire 2 équipes et avoir quelques personnes discrètes qui contournent l'action par une porte dérobée ou quelque chose de ce genre. Ça, je peux m'en occuper à la limite. Peut-être pouvons-nous faire équipe sur cette affaire. Paul, vous m'accompagnez à l'intérieur pour la remise des photos contre Monsieur Zola? Très bien, et je laisse mes 2 gars en retrait au cas où. C'est ça. Il faut être prêt à accepter de perdre ces clichés, mais de toute façon, ces clichés sont importants pour l'information qu'ils nous ont transmise. Maintenant, nous savons ce qu'il en retourne. Puis-je demander à monsieur la permission de vous accompagner? Je m'en voudrais de rester ici en sachant que monsieur Zola est en danger. Mais bien sûr, Louis. Le repas se passe. Vous avez tous évidemment un point d'angoisse supplémentaire au fur et à mesure que le repas avance et que vous sentez, vos cœurs battre de manière peut-être un petit peu aléatoire par rapport à d'habitude, que vous vous surprenez à avoir des frissons alors que la pièce est pourtant bien chauffée. Pendant le repas, certains rires un peu trop gras, un peu trop poussés, sonnent peut-être un peu faux. Lorsque vous sortez de chez Monsieur Mauroy, vous avez la surprise de constater que pendant votre repas, le temps a changé et que Paris se couvre maintenant d'une petite pellicule de neige. La visibilité va être réduite, hein. Et le sol est plus glissant. Au pied de la butte Montmartre, donc, vous retrouvez Paul, que vous aviez rencontré sous le métro de Paris lors de votre première aventure au service de Fulgence Bienvenue. Ce colosse encore plus colossal que Paul Ponce, de la famille des rats, qui vous fait la surprise d'être venu avec sa jeune fille qui n'a pas 10 ans, Claude, qui est aveugle. Vous ne voyez aucune trace des hommes de Monsieur Lantier. Par contre, Paul vous dit qu'il a vu des gens déposer quelque chose pour vous et il y a une petite caisse contenant une poignée de revolvers du modèle Chatuc. Je vais remplacer mon petit pistolet d'Ac contre un de ces revolvers Chatuc. Et vous entamez l'ascension de la butte Montmartre. Ce qui n'est pas facile en hiver, la nuit. Vous êtes encore dans une zone où l'éclairage public ne va pas partout. À mi-chemin de l'ascension, les 3 agents de Goron se séparent pour pouvoir commencer à faire le tour de la colline et se placer en observation à l'arrière de la basilique. Pas très loin de la basilique, ce sont les hommes de Paul Ponce qui se postent discrètement pour pouvoir, si j'ai bien compris votre plan, intercepter les gens qui descendraient. Que demandez-vous à Monsieur Rat de faire? Dites-moi, Paul, y a-t-il un moyen d'accéder au Sacré-Cœur par en dessous? Oui, mais ça n'est pas donné à tout le monde. Les passages sont étroits. Claude pourrait y aller, moi pas. C'est embêtant. Est-ce que Claude pourrait emmener quelques-uns d'entre nous? Oui, mais je ne pense pas que vous arriveriez jusqu'au Sacré-Cœur. Une enfant pourrait y entrer par ces passages, mais pas des adultes. Et donc Claude, suivi de Paul, s'esquive. Vous les perdez de vue vraiment très rapidement. Vous êtes donc tous les 5, c'est-à-dire vous 4 plus Louis, à l'entrée, la petite palissade en bois qui indique basilique du Sacré-Cœur entrée. La porte a été forcée, vous le voyez très vite, et grince doucement au vent léger qui souffle et qui vous fait frissonner encore plus que de mesure. Vous êtes en hauteur, plus rien ne coupe la course du vent. La neige redouble. Vous seul, Paul, rentrerez avec moi. Mais nous devrions peut-être attendre d'abord le retour de Claude, histoire de voir ce qu'elle a entendu dans la basilique, si elle peut nous faire un rapport assez détaillé. En tout cas, il est maintenant 23h40. Bah attends un petit peu. Hein. À 55, Claude n'est toujours pas revenu. Que faites-vous? Eugène, que comptiez-vous faire déjà? Avec Jeanne, je crois. Avec Mamselle Lépine, je crois qu'on voulait éventuellement passer discrètement par derrière. Ou se cacher dans les ombres à l'intérieur de la nef, simplement. Mais pouvoir être un secours complémentaire sans forcément s'afficher. Comme l'a dit
épaules, et la petite, il semblerait qu'on ne puisse pas passer par en dessous. Donc, ou ces gens ne sont toujours pas arrivés, ou ça fait un petit moment qu'ils sont là. Hein. Il est possible qu'ils savent déjà qu'on est tous là, oui. Bien, Jeanne, Eugène, allez-y, faites attention à vous. Eh bien, va falloir faire un petit jet d'intrigue. Un succès, un échec. Un succès, 2 échecs. Vous n'arrivez pas à anticiper et à gérer le crissement de la neige sous vos pieds. Vous avez presque l'impression d'être déjà dans la nef et que l'écho est partout. Le silence est assourdissant. Et vous-même, Monsieur Ponce et Monsieur Mauroy, vous les entendez marcher longtemps, presque jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière le bâtiment et que ce soit le bâtiment qui couvre le bruit de leurs pas. Rentrez-vous dans la cathédrale, Messieurs Ponce et Mauroy? Dites-moi, Louis, Monsieur. vous qui semblez toujours avoir des compétences dérobées, dans ce genre de situation, vous auriez tendance, vous, à vous poster où? En hauteur, Monsieur. Alors je vous laisse grimper. Oui, je vais voir ce que je peux faire, Monsieur. Faites au mieux, mais pas de prise de risque inutile. J'imagine qu'on doit déjà entendre les cloches sonner minuit à travers Paris, justement. Ça commence, oui, le Notre-Dame au loin, vous entendez sonner, et puis différentes cloches ici et là. Eh bien, je vais monter avec ces fameuses photographies sous le bras et on va rentrer dans la basilique. La porte de la nef est grande ouverte. Et lorsque vous entrez, il y a, sans absolument pas se dissimuler, une demi-douzaine de silhouettes qui se tiennent au milieu, éclairées par la lumière de l'extérieur en bonne partie. Vous reconnaissez immédiatement ces grands manteaux de fourrure, les toques, les sabres sur le côté. Et au milieu, l'un d'entre eux semble être bien plus large que les autres. D'après les descriptions que vous en avez déjà eues, il paraît que ce serait sans doute Olaf, celui qui est l'un des chefs de la bande. Je pense que je vais prendre aussitôt un point d'angoisse, hein. Soyons honnêtes. Celui en tout cas qui semble en avoir beaucoup, c'est Monsieur Zola, qui est coincé entre toutes ces personnes patibulaires. N'avancez pas plus, Monsieur Mauroy, et montrez-moi ce que nous voulons. Je sors la sacoche avec toutes les photos. Montrez-moi vos mains, mettez-les bien écartées de votre corps, tous les deux. Sur ces entrefaits, par l'arrière, vous arrivez au niveau du cœur. Et vous voyez la scène de dos. Les Cosaques semblent curieusement confiants, vous n'avez croisé ni sentinelle, ni homme, ils semblent confiants. Émile Zola est placé comment par rapport aux Cosaques? Bien au milieu. Mais ils ont pas ils ont pas une épée sur sa gorge ou... Non. Ils ont deux d'entre eux ont une main chacun sur l'une de ses épaules et ça semble largement suffire pour le tenir en respect. Vous avez eu ce que vous voulez. Laissez partir, Monsieur Zola. Il n'y a aucun problème. Nous sommes des hommes de... Il ne finit pas sa phrase, d'un coup ses yeux s'écarquillent. Il lève la tête au ciel, ses yeux grands écarquillés et sa mâchoire serrée, tandis que ses 4 acolytes semblent tout d'un coup être pris d'une panique en le regardant. Et puis, alors que sa tête se lève vers le ciel, vous voyez qu'elle commence à tourner, pivoter, et plusieurs fois répercutée et amplifiée par l'écho et la magnifique acoustique de la nef, vous entendez petit à petit ses vertèbres se briser. Les 4 Cosaques qui restent s'éloignent soudainement tandis que Olaf s'effondre comme une masse au milieu et Émile Zola, lui, court vers vous. Je dégaine mon fusil. Je vais faire pareil, je vais sortir le canonnier et puis je vais foncer vers un des Cosaques. Moi, je vais essayer de tirer sur un des Cosaques qui est sur le côté. Moi, je vais sortir mon pistolet clic-clac et puis je vais rejoindre Monsieur Zola. Très bien. Eh bien donc, Jeanne, vous tirez. J'ai un 9. Eh bien, vous touchez un des Cosaques. Il tombe immédiatement. Donc de mon côté, je couvre les arrières de Monsieur Zola et Monsieur Mauroy. Je récupère les photos et je commence à battre en retraite sans tourner le dos à la nef. Très bien. Les Cosaques, ils sont pas partis pour répliquer, ils fuient aussi. Hein. Attendez, Monsieur Ponce. Il faut aller voir ce qui est arrivé à ce type. Là, tu as Émile Zola qui t'attrape et qui dit « Partons !» Je retiens Émile Zola. En fait, du coup, sans avoir attendu ce que disait Monsieur Mauroy, j'ai vu du coup que les Cosaques étaient en train de se carapater. Je me suis dit, bon, ça sert à rien de leur tirer dessus quand même. Et du coup, par contre, effectivement, je suis très curieux de savoir ce qui est arrivé à Olaf et je vais aller fouiller son cadavre.
Et pendant que vous approchez, vous avez Zola qui vous martèle. Vous pensez vraiment qu'ils ne sont que eux? Je suis sûr qu'ils sont plus nombreux. Il faut partir d'ici avant que nous soyons pris dans une nasse. Calmez-vous, calmez-vous. Mais vous comprenez pas? C'est un piège! Mais je nom de comprends Dieu. très bien. Je comprends très bien, mais Eh bien alors taisez-vous. pourquoi ne partons-nous pas? Allez, attendez 2 minutes. Allons nous mettre à l'abri, Paul. Mais nous sommes à l'abri, il neige dehors. Les Cosaques disparaissent, c'est-à-dire sortent par l'arrière là d'où vous êtes venus. Enfin, en tout cas, vous les voyez hors de portée. Vous êtes seul dans la nef du Sacré-Cœur. Émile Zola est en panique complète. Vous vous approchez du corps. Lorsque vous vous approchez, eh bien, vous voyez de plus près ce que vous avez vu de loin. Il a la tête complètement retournée. Je vois pas de mécanisme, de corps, Faites-moi un jet d'intrigue. 3 réussites, pas d'échec. Aucun mécanisme, rien du tout. Vous trouvez, par contre, une espèce de petit bout de papier, de parchemin même, avec la lettre nu, en minuscule, écrite dessus, qui est sous ses vêtements, dans son dos. D'accord, je la reproduis dans mon carnet. Oui. Mais je la laisse là. D'accord. Vous pouvez me faire un jet d'occultisme. Une réussite. Ça, ce petit bout de parchemin vous fait penser à un talisman ou un sceau, ou en tout cas, c'est quelque chose d'occulte. Je ne trouve rien d'autre. Non. Et donc une fois que j'ai fini, je vais ressortir à nouveau par là où je suis rentré, enfin par l'entrée principale pour rejoindre Monsieur Ponce et Monsieur Mauroy et Monsieur Zola. Tout d'un coup, une espèce de pierre se décèle. Vous voyez que quelque chose en pousse et vous entendez la voix de Claude qui dit « Aidez-moi à sortir de là !» Je lâche le fusil et je l'aide. Vous la sortez, elle dit « Il faut que vous vous carapatiez. Ils sont pleins et ils ont presque envahi Montmartre. Il faut que vous partiez d'ici. » Je la hisse, je la prends sur l'épaule. Moi, ce sera plus facile de repartir par là d'où je suis venu. Où est Non. ton père? Il fait le tour pour essayer de vous rejoindre. Moi, je reste là-dessous. Ils viennent vers là? Oh oui. Ne discutez pas, partez. Ah, monsieur Zola, qu'est-ce que vous faites encore là? Alors on y va. Ben, je vous attends, dit-il déjà en sautillant sur place. Louis! Oui, monsieur. On se tire! Je suis monté pour rien, donc. Redescendez! Constant, Vladislav, on y va. Pas de réponse. Lorsque vous sortez, vous tombez sur le corps de l'un des membres de l'agence Goron, lacéré. Je regarde à l'extérieur si on voit des silhouettes venir vers nous. Des silhouettes en fourrure, par exemple. Vous voyez des silhouettes qui se déplacent, qui se cachent mais sans se cacher, vous entendez même des gens qui rigolent. Alors, on est sur un chantier. Oui, plus ou moins. Attention, c'est pas un gros chantier. Il y a une partie qui est encore en chantier. C'est un bâtiment qui est déjà un peu en fonction, mais qui n'est pas terminé. Donc il y a un échafaudage, par exemple, une tour en construction. Il y a une partie qui est en chantier, l'autre non. J'essaie de voir au niveau des matériaux s'il y a l'équivalent d'une grande planche ou d'une porte ou quelque chose comme ça. Alors une grande planche sans aucune difficulté, effectivement. Ouais. Je prends la grande planche, je la mets au sol, je mets le cul de Monsieur Zola dessus, je mets mon cul dessus, et c'est parti pour faire la luge. Oh mon Dieu. Très bien, c'est parti pour la luge à Montmartre. Ça va demander un jet de sport. Tandis que je vais voir si Monsieur Zola ne succombe pas à une attaque cardiaque. Une réussite. Alors donc, vous voyez Paul Ponce commencer à dévaler le début de la pente avec un Émile Zola hurlant contre lui. Mais c'est pas vrai. Et au fur et à mesure de son passage, vous voyez que des gens sortent derrière lui et commencent à lui donner la chasse. Au moins 5 à 6 personnes. Bon, on va donner la chasse aux chasseurs à ce moment-là. Que faites-vous précisément? Vous leur courez après? Oui, c'est ça. Moi, je vais foncer dès que Très je vois bien. des gens, puis... Mademoiselle Lépine? Il me semble que les revolvers, ça a une portée beaucoup plus longue que mes jambes, dans de la neige. Oui, vous découvrez ce soir, Mademoiselle Lépine. On m'a dit de faire attention. Je fais attention, je me protège. Monsieur Mauroy? Je vais donc sortir mon revolver et tirer dans le tas. Faisons comme ça. Monsieur Collin, vous me faites un jet de sport. Mademoiselle Lépine et Monsieur Mauroy, vous me faites un jet de combat. Pas de réussite pour Monsieur Collin. Très bien. Vous tirez donc, la balle se perd. Une réussite. Et
Mademoiselle Lépine touche encore un cosaque. Alors celui-ci se casse la figure au milieu de la neige en se tenant la jambe et en hurlant. Ce qui fait faire demi-tour à 2 cosaques qui, du coup, alors vous ne les rattrapiez pas, monsieur Colin, mais comme ils font demi-tour, du coup, vous vous retrouvez au corps à corps. Avec 2 cosaques. Et un fusil à canon aussi. Oui. Au corps à corps. Oui. Bien. Je vais donc tirer. Très bien, mais je vais d'abord redemander à monsieur Ponce. Alors vous avez, attendez, juste pour que vous me disiez ce que vous faites. Vous avez dévalé environ une vingtaine de mètres et vous avez réussi à vous engager dans une rue qui était bien dans l'alignement. Seulement cette rue maintenant n'est plus toute droite et vous commencez à prendre de la vitesse et vous allez bientôt vous retrouver dans un lacis de ruelles. Que faites-vous, monsieur Ponce? Alors, est-ce que je me retourne furtivement pour voir si on les a semés bien ou pas? Vous vous rendez compte que déjà, rien que ça, c'est une acrobatie. Oui, mais je vais l'attendre. Très bien, j'ai 2 sports. Très bien, donc vous vous cassez la figure, vous partez en tonneau, en roulé-boulé, au milieu de la rue, et avec monsieur Zola, par-dessus vous, la planche qui saute dans tous les sens, vous ne savez pas où il se passe, vous ne savez plus où est le haut, où est le bas, vous vous mettez une blessure s'il vous plaît, et votre course est arrêtée aimablement par une maison. C'est exactement ce que je voulais faire. Faites-moi un jet de combat, monsieur Colin. C'est une réussite. Vous touchez un seul d'entre eux. L'autre a réussi à se jeter à temps. Quand il vous a vu braquer votre arme, il s'est jeté comme un beau diable. Il fait pas une chute très élégante, mais en tout cas, il a évité la save. Le premier cosaque tombe sur place. Eh ben, le gars qui s'est jeté à terre, là. Ouais. Alors, mon idée, donc, c'est de me rapprocher de cet homme et d'attendre de voir de quelle manière il se ramasse. Éventuellement l'aider un petit peu avec un coup de pied dans les côtes et puis voir que je suis beaucoup trop proche pour qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit et que dans le prolongement des 2 canons du canon du fusil qu'il aura devant son visage, il verra mon regard décidé et ce sera la dernière chose qu'il verra. Mademoiselle Jeanne, vous commencez à manquer de cible à porter. La bataille semble commencer à se déplacer vers les ruelles qui sont environ une 30aine de mètres en contrebas. Bien, on va aller voir, ne serait-ce que si Monsieur Zola va bien, puisqu'il a l'air d'être... Ah, vous avez juste entendu de votre niveau, vous avez entendu une espèce de gros bruit. Mais je vais me rapprocher. Monsieur Monroy, du coup, vous êtes à côté de Jeanne. Là où nous sommes sur cette pente, il y a des petites maisons, des choses comme ça, où le terrain est trop dégagé? Il y a un terrain dégagé autour de la basilique qui est un peu plus bas, donc à une 30aine de mètres, il y a des maisons. Là où s'est engagé tout le monde. Là, comme j'ai vu 2 cosaques qui nous remontent dessus, enfin un qui vient de se faire quand même souffler, mais il n'y a pas moyen de se jeter. Enfin, si, je vais au moins me jeter par terre par réflexe pour pas qu'on me tire dessus, quoi. D'accord, vous vous jetez par terre par réflexe, il n'y a aucun problème. Immédiatement, Louis se met à genoux à côté de vous, en couverture, avec son arme au poing. Ça nous fait une nouvelle action, donc alors vous levez, monsieur Zola est cul par-dessus tête à vos pieds. Je le relève, et je la grippe et on part dans les rues. Messieurs Colin, mademoiselle Lépine et monsieur Monroy principalement qui est au sol et un peu moins agité, vous commencez à entendre des sifflements, des cris, des hèlements qui viennent d'au moins 3 directions autour de vous, en bas. Vous entendez un peu plus loin le bruit d'un combat, peut-être derrière vous, de l'autre côté, un peu couvert par la basilique, mais de l'autre côté de la basilique, il vous a semblé entendre le bruit d'un coup de feu. Et surtout, vous entendez des sifflements et des chopez-le que monsieur Colin, les sifflements, vous les reconnaissez comme des codes. Que faites-vous donc maintenant? On va se relever alors, puis faut qu'on retrouve monsieur Zola et monsieur Ponce. Hein. Très bien. Vous vous engagez dans les ruelles aussi? Groupés peut-être, on va s'attendre les uns les autres. Oui, restons groupés, oui. Monsieur Ponce? Donc je jette toujours des coups d'œil en arrière. Je rentre dans une maison, j'essaie de rentrer dans une maison. Je pense que la porte ne va pas vous poser d'énormes difficultés, donc vous rentrez dans une petite maison, oui. Je referme derrière moi et je mets monsieur Zola dans mon dos et je braque la porte. Alors, il y a quand même quelques cris dans la maison. Oui, monsieur Zola, je vous laisse expliquer.
Les sifflements semblent se rapprocher autour de vous alors que vous vous enfoncez dans un petit ensemble de ruelles. Monsieur Ponce, vous entendez au moins 3 pas, 3 paires de pas se rapprocher de vous. Vous n'avez pas trop de mal, Jeanne, Eugène et Edmond, à suivre la piste de Paul Ponce. Hein. La neige est fraîche, il n'y a qu'une piste à suivre, donc ça n'est pas très compliqué. Et vous arrivez assez rapidement devant la porte d'une maison où les traces mènent directement. Vu qu'on sait que Paul est caché à l'intérieur et qu'on entend des gens se rapprocher, que diriez-vous de nous cacher à proximité pour pouvoir protéger cette porte ? Et à l'intérieur, vous entendez « Non, mais je vous assure, messieurs, dames, vous ne craignez rien !» Il suffirait d'effacer la neige pour dissimuler nos pas et peut-être nous pourrions prendre une posture avantageuse dans la rue. Monsieur Zola, taisez-vous. Je sens qu'on approche. Et je me mets en joue. Et vous voulez qu'on efface la neige avec quoi, Jeanne ? On court maintenant depuis je sais pas combien de dizaines de mètres. On peut pas tout remonter et retomber sur les Cosaques. Il suffit d'effacer nos traces à partir de cette porte. Nous serons toujours mieux à l'intérieur d'une place forte. Je frappe. Paul ? C'est nous ? J'ai mon roi ? Oui. Oui. J'ouvre. Vous vous retrouvez tous ensemble, hein, avec une famille apeurée. Je renferme derrière. 3 enfants, un mari, la dame, tous apeurés. Je me jette sur eux pour tenter de les rassurer. Il y a déjà Zola qui Même qui je essaie. viens en renfort. Voilà. J'essaye de ne pas être trop présent. Moi, je me dirige vers Jeanne. Je l'inspecte rapidement. Vous avez rien, Jeanne ? Et non, j'ai rien. Pourquoi vous voulez que j'ai quelque chose ? Et parce Ça que se j'ai verrait. cru, il y avait du sang. J'ai cru. Voilà, c'est tout. Il y a un étage à cette maison ? Non. On va barricader la porte déjà, si on peut, genre pousser ne serait-ce qu'un buffet ou quelque chose contre la porte. Vous faites cela. Il y a des fenêtres qui donnent sur la rue aussi, je présume. Il y a des fenêtres qui donnent sur la rue. Et un petit jardinet à l'arrière. Messieurs, dames, peut-être que vous pourriez aller vous cacher dans une autre pièce. Ils vont dans la chambre avec joie et plaisir. Fermez les rideaux. Vous entendez une voix qui vient de dehors, d'un peu loin, peut-être en hauteur, peut-être, a priori, vous pensez qu'elle est peut-être postée sur un toit pas très loin. Ça n'est pas bien d'avoir voulu jouer avec nous. Maintenant, vous allez connaître les joies de la chasse à courre. Et vous allez être les petits renards. Et ça veut dire quoi, ça ? Il va nous envoyer des chiens ? Ça veut dire qu'on est du gibier maintenant, Paul. Enfin, Moi, du précision gibier ? inutile. La fenêtre se brise et quelque chose entre dans la pièce. Quelque chose d'enflammé qui fait beaucoup de fumée. Les renards, on les enfume. Je me jette dessus, j'essaie d'attraper la chose. Oui, c'est un brandon enflammé en fait, avec du tissu et de l'herbe autour pour faire plein de fumée. Et je le rejette dehors en fait. Très bien, à main nue. Oui, parce que je réfléchis plus vraiment à ce que je fais là. Très bien. Voilà. Vous prenez une blessure et ça marche. Et je me mets au niveau de la fenêtre avec le fusil en main pour jeter un œil dehors. Vous voyez des silhouettes qui courent sur les toits. Vous entendez encore ces sifflements et ces rires. Le genre des silhouettes avec des fourrures ? Oui. Il faudrait que quelqu'un arrive à sortir discrètement de la maison et aille appeler la police. On a besoin d'aide. Je vais voir la famille. Dites, vous avez une sortie par derrière ? Je vous ai dit qu'il y a un petit jardinet. Oui, il y a un petit jardinet. Il y a une sortie à ce petit jardinet ? Ça mène sur d'autres maisons. En avant. Vous C'est sortez. toi qui y vas tout seul ? Et je vais voir déjà si la voie est libre derrière. Alors, vous faites comment? Donc il y a une porte qui ouvre sur ce jardinier. Exactement. Je prends... Il y a un porte-manteau ou quelque chose? Oui. Donc je prends un porte-manteau avec un manteau dessus et je le fais avancer de la porte. Voir si ça tire. Rien ne se passe. Et je sors avec le fusil en main. Et les autres? Moi, je reste dedans. Que pense Louis de la situation? Il la pense mauvaise. Vous voulez mon opinion complète, mademoiselle Lépine? Et votre expertise, surtout. Nous nous sommes, je pense, mépris sur les objectifs de nos adversaires. Ils avaient l'intention de nous tuer tous dès le début, et avaient fait en sorte de pouvoir le faire de manière spectaculaire en nous donnant la chasse. Depuis le début, je pense. C'est pour ça que nous n'avons rencontré que si peu de gens au Sacré-Cœur. Évidemment, le fait que vous ayez abattu leurs hommes dès le début doit en plus exacerber leur côté, comment dirais-je, taquin. Bref, ils vont s'amuser à nous donner la chasse jusqu'à ce que nous soyons complètement désespérés, épuisés, et là, tel le chasseur, lors d'un bel alali, ils nous massacreront.
C'est là notre seule porte de sortie, je pense, puisque s'ils avaient voulu réellement nous abattre directement, nous serions déjà tous morts. Votre optimisme est un soleil brillant, Louis. Merci On me à vous. demande mon opinion professionnelle, je la donne, monsieur Moroa. Vous avez bien fait. Donc, si je reformule ce que vous dites, il suffit de courir plus vite, plus loin et de trouver un terrier où se cacher. Peut-être. Je pense également que si nous sortons de la zone un peu vague de Montmartre et pénétrons dans des zones plus urbanisées où la police sera plus présente, nous serons saufs. Je pense donc, pour reprendre un peu ce que vous dites, il va falloir nous courir vite, être malin, et effectivement être mobile. Tant que nous serons immobiles, nous sommes des cibles trop faciles. Que pensez-vous de l'idée de Monsieur Ponce de sortir par derrière? Elle est à la fois bonne et mauvaise. Bonne, parce que c'est la seule issue. Mauvaise, parce qu'ils vont nous laisser sortir par là. Mais nous n'avons pas vraiment d'autre choix. Ils ont déjà complètement bouché l'autre sortie. Allons-y. Oui, monsieur Ponce. Je regarde sur les hauteurs au niveau du jardinet. Vous n'apercevez rien. La voie est libre. Suivez-moi. Monsieur Zola, qui semble avoir décrété que vous étiez son garde du corps, obéit immédiatement à ce que vous dites. Mes amis, à partir du moment où nous serons dehors, nous allons devoir courir et être malins et attentifs. Si vous voyez une ligne de faiblesse dans leur rang, c'est par là qu'il faut passer. Pas seulement là où ils veulent nous faire passer. Très bien. Qui sort? Qui fait quoi? On va suivre tous. Oui, on va tout suivre, mais enfin, on va faire un peu plus que marcher. Je pense qu'on va avoir un pas très hâtif. C'est ça. Très bien. Donc, d'un pas hâtif, vous traversez le jardinet qui donne sur un muret, qui donne sur une petite rue. Bah, je vais sur la rue. Direction le plat Montmartre, hein, quartier dense. Hein. Vous partez. Qui me fait un petit jet d'intrigue? Moi, Eh ben, faites-le. 2 réussites. Eh bien, vous voyez 3 Cosaques au prochain embranchement qui vous attendent cachés derrière les murs. Il y en a même un qui est planqué dans un abreuvoir. Bah alors on a le choix. Soit on fonce sur les gars, on les dégomme et on passe à travers. Soit on passe par la petite rue sur la gauche parce que c'est clairement par là qu'on peut passer en sécurité. Mais à mon avis c'est par là qu'ils veulent qu'on passe. Quel est le plus court? Le plus court, c'est de dégommer les gens. Le cours c'est de passer à travers. Enfin, si on oublie le passage où il faut tirer dessus. Je les vois, bon, du coup, quand il indique. Vous voyez les zones, mais faut bien distinguer, quoi. Bah, je me campe bien sur mes 2 jambes. En tout cas, vous Je commencez à entendre du mouvement derrière. Du bruit de pas dans la neige. Eh bien, descendez-les. Bah, j'avance jusqu'à ce que je vois au moins un des Cosaques qui est devant et je tire. Très Pareil. bien. En fait on va avancer de front ensemble. En courant, en marchant. En marchant, là, pour le coup. En marchant, oui, pour être suffisamment précis. Du coup je vais Et tirer au stable. revolver cette fois-ci. Très bien. Revolver en main. Ouais. Revolver en main. Fusil. Fusil en main pour monsieur Ponce. Eh bien, à 3 mètres, alors que vous pensiez les avoir surpris, ils vous surprennent en sortant. Et eux aussi ont des armes à feu. Alors, ils vont tirer. Il y en a 2 qui tirent. L'un d'entre eux tire sur monsieur Ponce, l'autre tire sur monsieur Collin. Alors, le premier rate complètement son coup, et le deuxième rate complètement son coup. En tout cas, vous êtes surpris tout d'un coup par 2 coups de feu. Le troisième sous-cosaque qui était dans l'abreuvoir saute et commence à courir en direction de monsieur Mauroy, sabre au clair. Les gars qui viennent nous tirer dessus et qui nous ont pas touchés, moi je commence à charger mon arme et je leur dis on manipule pas un fusil comme un sabre, crétin. Allez, faites-moi votre jet de combat. Pareil pour monsieur Ponce. Mademoiselle Épine, vous leur tirez dessus aussi? Oui, mais sur celui qui s'approche. Sur celui qui s'approche. Une Monsieur plus grosse Mauroy, vous faites de même? Pareil, le mec qui me fonce dessus, moi je lève le bras, je Mais tire oui, avec mais je mon revolver. comprends. Ne vous inquiétez pas, Louis n'est pas en reste. C'est une réussite pour Monsieur Collin. Il ne se passe rien. 2 réussites. 2 réussites, 1 réussite. Raté. Rien. Raté. Heureusement que Louis est là. Voilà, Louis c'est pleine tête. Hein, voilà. Donc 3 Cosaques tombent. Des éclats de murs volent tout autour de vous, tandis que les gens qui étaient derrière ont réussi à vous tirer dessus, atteignant monsieur Mauroy qui prend 2 blessures. Un jet d'intrigue pour monsieur Collin. 2 réussites. En partant, vous n'arrivez pas à vous enlever de la tête l'idée que l'homme que vous venez d'abattre, vous le connaissez. Vous n'arrivez pas encore à resituer où. Un petit jet de sport pour tout le monde? C'est qu'il faut commencer à courir au milieu des petites rues. C'est un échec.
Enfin, rien en fait. J'ai fait 10. Oh, l'adrénaline vous donne des ailes, monsieur Mauroy. Et une réussite pour moi. Écoutez, c'est tellement beau que je me permets de vous enlever un point d'angoisse parce que vraiment, là, vous êtes surchargé d'adrénaline et la peur vous quitte. J'ai fait 1. Par contre, Mademoiselle Jeanne, tandis que vous êtes tous partis, et avant que vous vous en ayez rendu compte, d'un coup, vous constatez qu'elle n'est pas là. Pourquoi ? Parce qu'elle a la tête dans la neige, 5 mètres plus haut, et que les Cosaques sont à peu près à 3 mètres d'elle. Paul, Jeanne est tombée. Nom de Dieu. Je fais une espèce de demi-tour pour tirer sur les gens derrière, en espérant que Paul va foncer récupérer Jeanne ou l'aider à Très bien, relever. je vous laisse faire votre jet de combat. Vous avez fait 9 ? Oui. Mais décidément, monsieur Mauroy est en feu. Il suffit de le taper pour qu'il devienne un homme d'action. Jeanne, donc, alors que vous démarriez, vous vous êtes embronché, c'est-à-dire votre jambe droite a accroché votre jambe gauche et vous êtes tombé la tête la première dans la neige. Le temps de vous retourner, vous voyez un Cosaque lever le sabre vers vous avec un rire barbare. Et tout d'un coup, il se fige alors qu'un coup de feu éclate dans la nuit et une jolie corolle, tel un coquelicot à la place de son cœur, est en train de naître et il tombe sur vous. Il y en a encore 2, c'est ça? Il y en a encore 2, oui. Je prends mon fusil à l'envers, Ouais. et telle une énorme batte de baseball, comme disent nos amis d'outre-Atlantique, je charge violemment les 2 qui restent, prêt à taper très fort. Bien. Alors, l'un d'entre eux va s'interposer. Vous allez donc faire un magnifique duel sabre contre fusil. Tandis que le premier va commencer à essayer d'évacuer le corps de son compagnon pour se saisir de Jeanne. Eh ben, voyant que Paul Ponce s'occupe de l'un d'entre eux, je vois que l'autre essaye d'agripper Jeanne. Ouais. Je vais me rapprocher de lui avec mon revolver. Très bien. Mais il n'aura pas l'occasion de faire beaucoup plus de mal car il est abattu par Louis. 2 réussites. 2 réussites. Vous touchez du coup, puisque lui il n'a pas fait un jet extraordinaire, vous lui en mettez une belle. Il n'arrive pas à parer et puis il se prend la crosse du fusil pile au niveau du trapèze, là, entre la tête et l'épaule. Il met un genou à terre, mais il n'est pas abattu. Du coup, je reprends la crosse et je mets la crosse planée. Plein nez, d'accord. Ça, c'est un nouveau jet de combat, hein, du coup. Ah oui, oui. 2 ratés, 1 réussite. Vous faites donc un échec critique. Alors lui, il l'avait déjà raté. Vous le ratez complètement, en fait. C'est-à-dire qu'il a eu un sursaut en essayant de parer et vous plantez la crosse de votre fusil au sol et qui se disloque complètement. Votre fusil ne peut plus servir ni à tirer ni à faire quoi que ce soit. Puis vous l'avez fracassé au sol. Est-ce que voyant ça, du coup, je peux aider Paul Ponce? Vous pouvez arriver au corps à corps sans problème. Oui, enfin, Un au corps fusil. à canon, si Voilà. vous préférez. Vous voulez pas faire ça au pistolet de manière un peu plus propre? Quoi faire? Je sais pas, parce que vous êtes justement au corps à corps et que vous allez tirer des plombs sur tout le monde au corps à corps. Ah, je risque de toucher Paul. Vous savez pas qui vous risquez de toucher, Hmm. même très, très près. On va sortir le pistolet. Oui. Et donc vous l'abattez, je ne vous fais pas faire de jet pour ça. Donc il est abattu de sang-froid par Monsieur Collin. Et là, partons. Eh bien, allons-y. Qu'est-ce que vous attendez? Je libère Jeanne. Oui, voilà. Merci, Paul. Et vous repartez. Je la tâte pour savoir si elle est blessée. Paul, enfin, qu'est-ce que vous faites? Je vous tâte. Et je regarde si tout va bien. Paul, c'est sûr qu'elle est charmante, mais bon, c'est peut-être pas le moment. Alors bon, pendant que vous faites ça, tel le lapin de Garenne, Monsieur Mauroy a déjà filé. Monsieur Zola est également en feu, et tel l'autre lapin de Garenne a filé également, couvert par Louis. Vous arrivez au pied de la butte. Il semble qu'il n'y ait plus vraiment de poursuivants. Eh bien, continuons. Hein. Ah, on va pas s'arrêter de courir Ah pour non. autant, hein. C'est vachement loin de chez moi, on est d'accord, hein, À Montmartre. pied? Oui, vous avez à peu près tout Paris à traverser. Un fiacre que vous arrivez à arrêter, vous le payez à peu près 5 fois le prix pour qu'il accepte de vous embarquer. Vous rentrez chez vous, Monsieur Mauroy? On a transmis l'ordre de toute façon au cocher qui fonce. Vous arrivez chez vous, Monsieur Mauroy. Eh ben, c'est pas dommage. Et je propose donc que nous nous arrêtions tout cela le temps que les personnages se remettent de leurs émotions. Merci de m'avoir prêté vos oreilles jusqu'au bout. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à noter, à commenter et surtout à partager. Vous trouverez en description bien sûr les sources et les crédits de cet épisode, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mon Patreon. Si vous désirez, pouvez vous permettre de soutenir ce podcast.
On se retrouve très vite, et n'oubliez pas, rêver, c'est résister.